Et maintenant, on va ouvrir l'œil sur la politique internationale, la géopolitique même, en allant en Ukraine parce que, figurez-vous que l'Ukraine a porté un nouveau coup à la marine russe, un coup dur. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Image à l'appui. Regardez ces images assez impressionnantes qui n'ont pas pu être authentifiées de façon indépendante. Je le précise, un bateau lance-missile qui aurait été coulé en mer Noire au large de la Crimée. On va retrouver en Ukraine Marianne Kotonov avec Éric Josset. Bonsoir Marianne, merci d'être avec nous. Que sait-on sur cette attaque? Bonsoir. Écoutez, on sait ce que vous savez, c'est-à-dire qu'en fait c'est une vedette qui a été touchée. Il n'y aurait pas de survivants d'après des sources ukrainiennes. En tout cas, les renseignements ukrainiens s'en félicitent. Et vous savez, ce genre de choses, c'est très important pour l'Ukraine parce que comme ça n'avance pas beaucoup sur le front terrestre, eh bien ces victoires en mer Noire, ça remet du baume au cœur. Et puis en plus, c'était sur un terrain où on n'attendait pas du tout l'Ukraine. Donc le dernier en date, c'était encore il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 26 décembre, encore une fois, un navire russe qui était coulé en mer Noire. Et ça, à chaque fois, évidemment, ça fait les gorges chaudes ici et on en parle beaucoup. Alors, bien sûr, c'est le renseignement ukrainien qui est à la manœuvre, le fameux ministère de la transition informatique, pardon. Et puis également, et ça, voilà, on sent bien toute la coopération des services ukrainiens, l'association United 24, l'association de Volodymyr Zelensky. Donc, vous voyez, tout ça se met en place, mais en tout cas pour les Ukrainiens c'est une victoire assez décisive et on en parle à chaque fois beaucoup. Vous vous souvenez de ce fameux timbre qu'ils avaient édité où l'on voyait un soldat ukrainien qui faisait un doigt d'honneur au navire russe qui avait été coulé. Eh bien là encore c'est un peu ici ce qu'on ressent. C'est vrai que les Ukrainiens communiquent beaucoup là-dessus. Merci Marianne, merci à Éric Josset à vos côtés. Elle a quand même pas mal de signification, cette opération, et on va vous les expliquer avec nos experts, Samantha de Binderne, Pierre Servant et Vincent Hugeux avec nous ce soir. Peut-être, Vincent, d'abord le bilan. 40 morts, c'est un bilan lourd, si ça se confirme, parce que c'est un bilan que donnent les Ukrainiens, c'est un bilan lourd. Voilà, il faut toujours rester fidèle à notre ligne de prudence tant que les recoupements factuels n'ont pas été accomplis. Mais je dirais que le revers, indépendamment de l'ampleur des pertes humaines, si elles sont confirmées, le revers est très cuisant symboliquement. C'est quand même la énième fois que la flotte en mer Noire, qui était supposée exercer une forme de monopole, puissance incontestée, se voit en quelque sorte humiliée. Alors il y a la perte d'un bâtiment, ce qui n'est évidemment pas anodin, d'autant plus que c'est une vedette lance-missile équipée de 4 systèmes de lancement pour des missiles de croisière anti-navires supersoniques, qu'on appelle les Mosquites. Donc ça n'est pas anodin, mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout cette sorte de vulnérabilité sur le flanc ouest d'un territoire, la Crimée en l'occurrence, dont on sait que pour Volodymyr Zelensky, ça reste un enjeu absolument majeur. Et cette inaptitude à avoir fait de la mer Noire un lac russe, comme le souhaitait l'état-major, est quand même quelque chose de la fois récurrent, exaspérant et très franchement humiliant. Quelle piste sur l'origine, la nature de l'explosion? Drone aérien, drone naval, est-ce qu'on en sait un tout petit peu plus? Alors, moi, ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, c'est que c'était un drone naval. Je ne sais pas si les autres ont les mêmes informations. Ce qui semble être sûr, c'est qu'il devait y avoir autre chose aussi qu'un drone naval, parce que les films qu'on a de cette attaque sont quand même, sans m'être pris de plusieurs angles, sont de bonne qualité, même s'ils sont, en tout cas ceux que j'ai vus, sont en infrarouge. Et là, on voit encore le renseignement militaire ukrainien à l'œuvre. J'ai même rencontré des Ukrainiens au mois de décembre qui parlaient du chef du renseignement, donc que ce soit eux qui étaient à l'œuvre aujourd'hui, on ne sait pas, mais ils se sont dit, parfois ils se prennent tous un peu pour des Spielberg, parce qu'ils aiment conduire des opérations qu'ils peuvent ensuite filmer. Parce que c'est très important dans la communication ukrainienne de montrer qu'ils savent attaquer la Russie où ça fait mal et créer des dommages importants. On a répété plusieurs fois sur ces plateaux que l'Ukraine est un pays qui n'a pas de marine, qui a réussi à rendre quasiment impotente la marine russe. Donc après, moi ce que je crains, c'est que dans les jours qui suivent, on va voir de nouveau
une foulée de missiles se déverser sur les villes ukrainiennes. Alors les missiles, de toute façon, ils se déversent, donc c'est ce que disent les Ukrainiens. Et il y en aura sans doute les fameuses ripostes de vengeance que Poutine aime tellement. Alors ce qui frappe aussi, Pierre, avec cette affaire, Vincent rappelait tout ce qui s'est passé les mois derniers, on se dit qu'avec le temps, les Russes auraient dû apprendre à mettre leur vaisseau à l'abri quand même. Bah oui, visiblement, ils n'apprennent pas, en tout cas pas dans tous les domaines. Ils ont appris sur la partie terrestre, mais sur la partie navale, maritime, ils continuent à enregistrer des pertes importantes. J'ai essayé de faire des décomptes avec prudence, mais je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, tout compris, ont coulé plus de 25 bâtiments russes. Du Moskva, le bateau amiral qui avait été coulé notamment parce que les Ukrainiens s'étaient rendus compte que les systèmes de défense antiaérien, la bulle de sécurité qui devait être autour du bateau amiral, qui lui-même devait assurer la sécurité des autres, eh bien ces systèmes n'étaient pas branchés, n'étaient pas allumés, donc il a été coulé. Donc du Moskva à des bâtiments de débarquement beaucoup plus petits qui ont été coulés, en passant par des sous-marins ou par ce type de bâtiment, c'est donc à peu près 25 bâtiments coulés sur 65 au total, donc il y en aurait une quarantaine aujourd'hui de tout tonnage, et qui ont été, effectivement, ça a été très mal dit par Samantha et Vincent, qui ont été rétrogradés, qui ont dû descendre pour ne pas se faire descendre, qui ont dû reculer sur d'autres ports. Et rappelez-vous aussi un phénomène quand même absolument extraordinaire, c'est la destruction de l'amirauté à Sébastopol, c'est-à-dire le centre de commandement de tous les bâtiments qui a été détruit. Et pour tout vous dire, j'essaye de savoir, de vérifier une information qui avait donné lieu à polémique à l'époque. Est-ce que l'amiral commandant la flotte en mer Noire qui était dans le bâtiment a été tué ou pas? Vous savez que les Russes avaient fait sortir après une vidéo qui était un peu bizarre, il était un match de foot, on ne savait pas, etc. Je suis sur la piste parce que moi j'ai envie de savoir, est-ce que cet amiral a été tué avec tout son état-major? Ce qui veut dire que c'est quand même un succès paradoxal, Samantha l'a dit, les Ukrainiens n'ont pas de marine et ils remportent des victoires maritimes. Tout dernier point, les Russes sont bloqués puisque les détroits tenus par les Turcs, la convention de Montreux des années 30, fait que les Turcs peuvent fermer les détroits à des bâtiments de guerre, et donc il n'y a pas de bâtiments de guerre russes qui peuvent remonter les détroits turcs pour aller renforcer la flotte de guerre russe. Donc si les Ukrainiens continuent comme cela, voilà, encore un effort, chers amis, il n'en reste plus que 45 à détruire. Oui, mais tout de même, est-ce qu'il y a une conséquence opérationnelle directe, c'est-à-dire un lance-missile en moins, ça fait des frappes en moins potentiellement sur l'Ukraine? Alors, au regard du potentiel destructeur russe, on peut estimer que c'est epsilonien, mais ça n'est pas, encore une fois, totalement anodin. Et Pierre faisait allusion à l'instant à Sébastopol, qui, pour des raisons à la fois historiques et opérationnelles, est un site majeur dans le dispositif russe. Eh bien, figurez-vous que mercredi soir, Moscou affirmait avoir détruit 20 missiles lancés soit au-dessus de la mer Noire, soit directement en Crimée, et a dû admettre que des débris, tout en affirmant évidemment que les 20 missiles en question avaient été dûment interceptés, que des débris au moins de l'un d'eux étaient tombés sur une unité militaire d'une localité qui s'appelle Lyubimivka, qui est tout près de Sébastopol. C'est-à-dire qu'on évoquait la destruction de ces infrastructures majeures du port de Sébastopol, mais même dans la proximité, on ne parvient pas à l'évidence à empêcher une sorte de harcèlement, alors qu'évidemment n'a pas l'ampleur des matraquages russes sur les infrastructures ukrainiennes, mais c'est un irritant, je pense, qui est assez insupportable pour Et le grand maître de cette irritation, il aime bien jouer avec ça, c'est un certain Kirill Boudanov, parce que cette opération, elle a été revendiquée par les services de renseignement, et c'est lui le patron des services de renseignement militaires. Il communique beaucoup en ce moment. Il a notamment dit que les attaques sur le sol russe allaient se multiplier. On en a vu récemment plusieurs dans la région de Saint-Pétersbourg, avec Vincent d'ailleurs, là aussi l'histoire des débris qui tombent, voilà, décidément il y a beaucoup de débris qui tombent. Et regardez cet aveu du président du comité de défense du Parlement russe, il s'appelle Andriy Kartapalov, et il dit: le ministère de la Défense ne dispose pas de ressources de défense aérienne suffisantes pour protéger pleinement Saint-Pétersbourg des raids de drones. C'est quand même un sacré aveu d'impuissance, Samantha. C'est énorme. Mais si c'est vrai, ça prouverait à quel point les Russes, qui maintenant investissent tout dans leur industrie militaire, mais dans une industrie militaire d'attaque et pas de défense. Et on peut se poser la question, et c'est une question qu'on se pose depuis le début de cette guerre, combien de temps est-ce que les Russes vont supporter ça? Si c'est vrai, et si les Ukrainiens arrivent à continuer à attaquer Saint-Pétersbourg,
Tout ceci, tout en sachant qu'il y a des questions qui se posent sur l'origine de ces attaques sur Saint-Pétersbourg. Est-ce que ce sont des drones qui ont volé depuis l'Ukraine, donc une distance énorme, ou est-ce qu'il y a des personnes qui aident les Ukrainiens à l'intérieur de la Russie? Je l'ai déjà évoqué sur ce plateau. J'ai rencontré des équipes d'Ukrainiens ce mois de décembre dernier en Ukraine qui affirment, ce sont des équipes du GUR, donc du renseignement militaire, qui disent nous avons des personnes, ils n'ont pas voulu dire si c'était des Ukrainiens sur place ou des Russes, mais en tout cas des personnes sur place qui nous aident, qui parfois, une fois que nous avons réussi à faire venir tout l'équipement qu'il faut, qui montent les drones et qui les lancent sur les cibles que nous leur désignons.